toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs. Je crois qu'il a oublié même de se présenter, M. Sami El-Souleymani, donc associé directeur de Finéopolis, ainsi que toute son équipe et l'équipe de Boomerang, qui, j'espère, feront de cet événement un succès. Je tiens également à saluer et à remercier la présence de autant de monde, des acteurs du monde bancaire, mais également de différents métiers qui accompagnent le développement de la finance islamique, les experts comptables, les avocats, les notaires et bien d'autres métiers. Merci déjà de votre présence. En tant que Temenos, nous sommes vraiment heureux et satisfaits de soutenir cette initiative. Je pourrais même dire enfin, les événements reprennent, démarrent. Temenos est éditeur de logiciels bancaires. Nous sommes donc leaders sur le conventionnel et parmi les premiers en termes de finance islamique. Temenos et la finance islamique, c'est une grande histoire, notamment en Afrique du Nord. El Baraka, la première banque en Afrique qui existe depuis 1981, est équipée depuis une quinzaine d'années de notre core banking, donc T24. Nous accompagnons également Banque Zitouna depuis sa création, El Salem Bank, et nous avons quelques projets en cours aujourd'hui au Maroc. Donc aujourd'hui, c'est important pour nous d'être présents afin d'accompagner nos partenaires, car les banques aujourd'hui ne sont pas simplement nos clients, mais des partenaires qui vont être confrontés à de réels défis. On ne peut plus faire de finance islamique depuis quelques années, mais se sont contentés de quelques métiers, de quelques niches, financer l'importation de différents produits, faire du trade. Mais aujourd'hui, il y a un vrai appétit de la part du retail, de monsieur tout le monde, qui lui a accès à Internet, qui à travers Google a une image de ce qui se fait dans le monde en temps réel. On voit la finance islamique exploser au Moyen-Orient, en Asie. Aujourd'hui, on parle de 1800 milliards, qu'on a commencé à parler de finance islamique au Maroc en 2007-2008, on était peut-être à 400, 500 milliards d'encours. Ce qui impressionne en finance islamique, ce n'est pas, on va dire, l'asset en lui-même, mais son taux de croissance, qu'on peut comparer au secteur conventionnel, et sa capacité à résister aux différentes crises. La croissance de la finance islamique n'a jamais été aujourd'hui remise en cause. Ce qu'a fait le Maroc est vraiment un premier pas, mais on est confronté aujourd'hui à des gens de plus en plus exigeants. On est face à une génération de digital natives, et la banque va devoir s'adapter et sera challengée. Et donc aujourd'hui, une banque islamique se doit d'être aussi performante, voire plus, qu'une banque conventionnelle. Et le système d'information, aujourd'hui, c'est un peu l'ossature de la banque. C'est quelque chose qui malheureusement est incontournable, mais s'il n'est pas pris uniquement comme un centre de coût, mais vu comme un centre de profit, peut permettre à la banque de générer beaucoup d'autres choses. J'allais dire de profit pour ne pas choquer, parce que ce n'est qu'une introduction à la finance islamique, mais on abordera ce sujet, mais ça reste des entités qui ont des actionnaires, qui ont des comptes à rendre, et je pense que c'est bien que les banques islamiques soient profitables pour assurer leur pérennité. Donc, je n'ai pas présenté Temenos en détail parce que ce n'est pas nécessaire. Je parlais d'Internet, vous pouvez visiter notre site. Je voulais faire une petite introduction, car je vais t'amener également à modérer le prochain panel. Et l'idée, c'est de ne pas être rébarbatif avec trop de chiffres, mais plutôt être dans la perspective, dans l'avenir et des différents défis à relever. Donc j'invite M. Abdelmalek Alaoui du Global Intelligence Partner à nous rejoindre sur le panel. Je pourrais à nouveau vous présenter, je crois que M. Bardadi, vous restez parmi nous également, et M. Masmoudi, donc je n'ai pas besoin de les présenter. Je préfère commencer directement cette session parce qu'en termes de timing, on va être juste, et ces journées sont très longues et il serait bon de tenir le programme. Donc je serai assez exigeant sur le timing. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames, messieurs les organisateurs, merci. Permettez-moi d'abord de vous dire à quel point vous m'avez rendu la tâche difficile en me mettant comme le sandwich entre le président Bardadi et un certain nombre d'intervenants et mon camarade Falid Msmoudi qui est beaucoup plus habilité que moi de vous parler de finances islamiques et des perspectives, des ruptures et permanences qu'il y a sur le continent. On m'a demandé de pouvoir vous faire une revue de détail des dynamiques et des tendances de ce que nous
constatons aujourd'hui en Afrique, et notamment dans cette région du Greater Northwest Africa, dont on entend beaucoup parler actuellement au Maroc depuis l'arrivée du projet Casablanca Finance City. Je vous ferai grâce aujourd'hui du traditionnel PowerPoint des consultants, parce que je ne veux pas avoir d'effet soporifique sur la salle, mais je me bornerai à partager avec vous un certain nombre de convictions et surtout à vous exprimer comment est-ce que je vois les choses maintenant que j'ai fait cette plongée dans le monde de la finance islamique depuis quelques jours que je prépare cette intervention. Mais je voudrais d'abord partager avec vous une anecdote personnelle, parce que finalement, ce qui nous lie tous ici, c'est cette communauté de destin et cette communauté de projection sur la finance islamique. Il y a quelques semaines, dans le cadre d'un programme qu'on a implémenté au sein de l'entreprise que je dirige, plus pour très longtemps, parce que certains d'entre vous savent ici qu'on a fait l'objet d'une opération de rachat amical de la part du groupe Mazars. Nous avions structuré un programme d'accès à la propriété pour les personnels de maintenance, et donc tous les gens qui nous aident tous les jours dans l'assistance, le personnel qui s'occupe de l'entretien, du nettoyage, etc. Et donc, on a pu avoir avec un opérateur immobilier de pouvoir bénéficier de son guichet unique et que les gens puissent acheter. Et puis, une des personnes a demandé à venir me voir. Et donc, il y a 9 personnes sur 10 qui ont acheté et cette 10e qui n'a pas acheté. Et je dois vous dire que j'ai eu là une incursion très, très, très violente dans le monde de la finance islamique, parce qu'il y avait un impératif moral absolu de la part de cette personne qui ne voulait pas acheter, parce qu'elle ne voulait pas Mabrat Sherriba. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez l'acheter? Et je vous rembourse au coup par coup, parce que j'ai mon frère qui est à l'étranger, etc. Donc elle voulait faire de moi une mini-banque islamique pendant quelques jours. Mais ceci étant dit, au-delà du fait que ça vous fasse sourire, je pense que c'est extrêmement révélateur de la situation dans laquelle on est. Et puis surtout, moi je me suis dit en termes de business, quelle opportunité exceptionnelle. Voilà une clientèle captive qui préfère rester dans un bidonville plutôt que d'aller dans un appartement, parce qu'il y a un impératif moral absolu et qu'il faut le respecter et qu'il correspond à nos identités. Donc, au-delà de cela, j'ai donc été surpris par les chiffres africains en matière de finance islamique, mais avant de rentrer un petit peu dans le détail, dans un certain nombre de chiffres que vous connaissez tous, je voudrais vous parler de 3 dynamiques très importantes qui vont démarrer en 2015, une triple dynamique qui est absolument essentielle pour la finance islamique. La première dynamique, c'est l'inversion des courbes de possession des dettes entre le privé et les organisations multilatérales en Afrique. Depuis le 1er janvier, nous avons plus de fonds d'investissement et de groupes privés qui possèdent de la dette en Afrique par rapport à la Banque mondiale et au FMI. Ceci crée un effet auquel on peut s'attendre qui est extrêmement important, c'est que, évidemment, lorsque vous les renégociez, il est plus simple d'aller discuter avec les institutions de Washington que d'aller discuter avec un fonds d'investissement. Donc nous allons avoir, très vraisemblablement, des pays qui vont être dans la situation de l'Argentine dans les pays à venir s'ils ont des difficultés sur leur dette publique. Donc aujourd'hui, c'est un facteur absolument essentiel dont le monde semble ne pas prendre conscience et au sein duquel la finance islamique s'insère parfaitement. Je vous dirai pourquoi. Deuxièmement, nous avons, selon la plupart des analyses que j'ai pu récolter, un pétrole bon marché pour les 18 prochains mois. Évidemment, sur tout ce qui est perspective, etc., j'espère que ce que je dirai aujourd'hui ne sera pas retenu contre moi si le baril repasse à 100 dans les 3 prochains mois. Mais aujourd'hui, on est à peu près persuadé qu'on aura un baril bon marché. Ça veut dire que beaucoup de pays qui dépendent des industries extractives et qui dépendent du pétrole, et notamment en Afrique de l'Ouest, vont être en situation de tension budgétaire pendant les 18 prochains mois, tensions budgétaires qui vont avoir un impact sur la politique sociale, qui peuvent créer des troubles politiques et qui peuvent créer également des troubles sociaux, parce qu'il y aura mécaniquement une réduction de l'argent à disposition des populations et mécaniquement une réduction du financement pour ces populations pour pouvoir accéder à un certain nombre de choses. La troisième dynamique est beaucoup plus politique. Nous allons avoir, au cours des 2 prochaines années, un renouvellement mécanique de beaucoup de leaders en Afrique de l'Ouest, du fait du verrou constitutionnel qui les empêche de se présenter à un 3e mandat. Et dans certains cas, nous avons des dirigeants qui sont au pouvoir depuis 20 ans, depuis 25 ans. Donc cette transition va être compliquée. Le fait qu'ils ne pourront pas se représenter est dû au précédent de Blaise Compaoré, c'est-à-dire que l'effet que le président du Burkina Faso ait été renversé en 48 heures fait aujourd'hui qu'il y a un facteur peur
auprès d'un certain nombre de dirigeants, et notamment de dirigeants de très 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 grands pays. On peut parler de la République démocratique du Congo ou d'autres, ou du Congo-Brazzaville, qui est très important pour les industries extractives et pour le pétrole. Donc cette triple dynamique, que je considère être une triple pression, est une formidable fenêtre d'opportunité pour la finance islamique. Pour une raison simple, c'est que pour l'accès au financement, il est possible aujourd'hui de pouvoir articuler une stratégie dans laquelle la finance islamique peut venir se substituer aux acteurs traditionnels au niveau du financement. Donc il y a une position concurrentielle à pouvoir prendre et il y a bien entendu, comme vous le savez tous, des entraves dans cet espace qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'avancer aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc je partagerai avec vous très rapidement un certain nombre de chiffres. Encore une fois, je vous demanderai d'être clément parce que ce sont des chiffres qui ont été récoltés sur des bases de données. Donc s'il y a des erreurs, de grâce, ne soyez pas très pointilleux dessus. Mais aujourd'hui, on a vu que le taux de pénétration de la finance islamique reste très modeste, malgré le fait qu'on y compte près de 400 millions de musulmans. Malgré cela, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une appétence très forte de la part des pays et il y a une volonté, du moins dans le discours, de vouloir s'inscrire dans cette dynamique de développement et de vouloir capter cette croissance très importante de la finance islamique. Vous avez parlé d'un chiffre de 17% de croissance. Ce que j'ai pu relever, c'est que c'était moyennement entre 10 et 30% selon les classes d'actifs. Donc ceci a créé un véritable engouement. De plus, il y a un certain nombre de pays qui sont en recherche de réservoirs de croissance et de diversification de leurs sources de financement et qui envisagent d'émettre des obligations conformes aux normes de la finance islamique, espérant ainsi capter des excédents budgétaires de la part des pays du Conseil de coopération du Golfe. Mais là aussi, nous avons un événement géostratégique qui arrive, c'est que ce pétrole bon marché, il fait également que ces excédents risquent d'être réorientés vers un certain nombre de sujets. Mais ça, nous avons encore un peu de temps pour pouvoir le dire. À cet égard, j'ai été surpris par l'attitude très volontaire de l'Afrique du Sud, qui constitue un exemple emblématique d'une stratégie de puissance vis-à-vis de la finance islamique, puisque, comme la plupart d'entre vous le savent, ils ont émis un emprunt sukuk à meilleur taux que les eurobonds en septembre dernier, levant ainsi près de 500 millions de dollars. L'Égypte et la Tunisie, quant à eux, ont adapté leur cadre réglementaire, je pense, en 2012 ou 2013, mais il y a encore, nous sommes tous en attente d'un trickle-down effect de ces initiatives et de voir comment elles vont se positionner dans le cadre réglementaire. Et puis évidemment, il y a un certain nombre de pays pionniers tels que le Sénégal qui s'est jeté à l'eau en juin de l'année dernière. Et puis, ce que j'ai relevé au niveau des contraintes, c'est qu'au niveau multilatéral, le cadre juridique et opérationnel des deux grands ensembles qui nous intéressent, que sont la zone UMOA et la CEMAC, nécessite une réadaptation afin de pouvoir réaliser l'ensemble du potentiel de la finance islamique. Il y a un premier pas qui a été franchi en 2012 avec la signature d'une convention entre la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, et la BID, dont l'objectif est justement la promotion et le développement de l'industrie de la finance islamique au sein de l'Afrique de l'Ouest. Je ne voudrais pas ici préempter sur la présentation de mon camarade Sims Modi sur les efforts de la SID, mais j'ai été impressionné par ce qui a été fait dans la zone. Et d'après ce que j'ai vu, le portefeuille de crédit de Tamwil Africa Holding, à lui seul, aujourd'hui, représentait à fin 2012 près de 400 millions d'euros. Donc les chiffres commencent à devenir substantiels. Nous parlons d'une zone toute consolidée, si on accepte le Nigeria au sein du Grand Afrique de l'Ouest, nous parlons d'une zone qui a un potentiel de croissance d'à peu près celui de la Turquie. Donc je pense qu'il est extrêmement important aujourd'hui qu'on puisse ni surestimer ce potentiel de développement, parce qu'effectivement, il y a des croissances rapides et un certain nombre de choses, mais il faut qu'on ramène les choses à leur juste proportion. Jusqu'à preuve du contraire, la Turquie ne fait pas encore partie des BRICS. Donc il y a un certain nombre de chiffres qui sont importants. Je ne m'attarderai pas beaucoup sur le cas du Maroc, parce qu'il y a beaucoup plus de gens beaucoup plus spécialisés que moi qui expliqueront l'impact de la nouvelle loi et de comment est-ce qu'elle peut favoriser les éléments. Mais je voudrais, fort de ce panorama extrêmement sommaire de la finance islamique en Afrique et des perspectives de développement économique qu'on va avoir sur le continent à partir de cette année, vous livrer deux clés d'analyse qui me semblent être des entraves assez intéressantes. D'un point de vue purement géopolitique d'abord, la progression et la croissance de la finance islamique génèrent des attitudes paradoxales de la part des gouvernements. Ces attitudes paradoxales
il faut qu'on puisse en avoir une grille de lecture qui soit importante pour pouvoir les comprendre. Il y a à la fois la volonté de capter et diversifier les sources de financement d'une part, et l'envie de maîtriser le développement de la finance islamique. Il y a cette peur de cannibaliser des positions acquises par le secteur bancaire traditionnel et donc de perturber un équilibre global des banques et des institutions. Et face à cette... comme vous le savez, les gouvernements, face aux attitudes paradoxales, ils adoptent une seule chose, ils font la stratégie de l'avancée prudente sans engagement ferme. Or, nous le savons tous ici, communauté des gens qui travaillent dans la finance, il y a besoin d'un cap clair, d'initiatives globales qui permettent aux gens de pouvoir se projeter et puis de pouvoir mettre les chiffres sur la table et de pouvoir avancer de manière beaucoup plus volontaire. Bénéficieront donc d'une prime ceux qui fixeront le cap d'une manière très volontaire. Je pense que j'ai parlé de l'Afrique du Sud, c'est quand même assez emblématique. Toujours d'un point de vue géopolitique et géoéconomique, la finance islamique, je la vois véritablement comme une chance. Vous avez évoqué le projet CFC, parce qu'elle permettrait en partie de réaliser ce que le politique peine à faire depuis les indépendances africaines, participer à la convergence financière africaine. Face à des marchés extrêmement éclatés, où il est plus facile d'envoyer un colis de Paris à Pékin que de l'envoyer du port de Lagos jusqu'à Ouagadougou, il faut aujourd'hui qu'on puisse réaliser tout le potentiel que nous pouvons exploiter au niveau de la finance islamique. Et donc, allant de la pointe sud du Congo jusqu'à Tanger, cet espace du Greater Northwest Africa, si l'on arrive à greffer cette ambition de la finance islamique sur le projet Casablanca Finance City et les premiers succès qu'il commence à obtenir, puisqu'il y a maintenant, je pense, une soixantaine d'institutions, dont à peu près un quart nationaux et puis 3/4 internationaux qui ont obtenu le statut CFC, et en encourageant les initiatives réglementaires multilatérales, nous pourrions, à terme, atteindre un espace financier africain beaucoup plus intégré. Et à partir de cette dynamique géoéconomique et géostratégique, j'aimerais aller vers un deuxième sujet et être un petit peu provocateur. De ce qui m'est apparu, il y a un véritable enjeu de civilisation aujourd'hui sur la question de la finance islamique, parce qu'il y a un véritable problème de branding. Dans un monde où les peurs sont en train de s'exacerber, où les résurgences de l'extrémisme sont en train d'arriver, il est extrêmement important que cette offre-là soit portée de manière intelligente au niveau du branding. Et j'ai regardé un certain nombre d'initiatives à l'international qui consistaient à vouloir changer le nom. J'ai travaillé il y a 2 ou 3 années pour un groupe bancaire européen qui voulait absolument rentrer dans ce marché-là. Et à l'intérieur du groupe, ça s'appelait la finance affinitaire, je pense. Et donc, ils voulaient mettre ça au même titre que le rugby ou que je ne sais quelle autre chose. Je pense qu'à un moment, il faut appeler les choses très simplement. Nous sommes une communauté très importante dans le monde. Et nous avons besoin d'instruments financiers qui soient en adéquation avec les valeurs de ceux qui veulent en bénéficier. Donc, à ce niveau-là, nous devons sortir de cela et réfléchir collectivement à comment porter le message de manière plus efficace et sans faire peur et sans avoir à nous cacher. Ce n'est pas un exercice aisé, mais il est indispensable. Et cet exercice-là est indispensable parce qu'il contribue à renforcer les attitudes paradoxales de la part de certains États qui voient dans la finance islamique non pas un nouvel instrument de diversification, mais une forme d'entrisme. Je pense qu'à un moment, il faut pouvoir poser ce genre de problème sur la table. Pour cela, je pense que le déficit de communication doit être comblé par une approche globale de pédagogie de l'offre, afin de dépasser ce mur de la peur et des idées reçues qui entourent la finance islamique et qui entravent son développement. Je pense aussi que c'est un mur de la méconnaissance. En réalité, notre combat commun ici est celui de la lutte contre les préjugés et de cette peur grandissante de l'islam du fait de la résurgence des radicalismes. La finance islamique a donc une responsabilité importante, car elle est un avatar emblématique du fait que les musulmans peuvent porter une offre financière moderne, rénovée et en harmonie avec leurs convictions. Merci, c'est le sens de ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Non. Vous pouvez revenir nous rejoindre. Non, j'étais en train de réfléchir en me disant si on pouvait prendre les questions maintenant ou si on allait d'abord laisser tous nos intervenants nous présenter leur vision et ensuite prendre les questions. Je pense que c'est mieux pour qu'il n'y ait pas de répétition.
Donc je donnerai donc tout de suite la parole à Farid Masmoudi, mais j'aimerais m'excuser auprès de Sir Khalil, donc Monsieur Khalil Labnouri, qui fait partie de ce panel, qui est directeur commercial de Dar Safa. Une petite confusion, mais vous êtes toujours le bienvenu, Monsieur Barleba. C'est Farid. Salam alaikum wa rahmatullah. Je remercie beaucoup Sir Alaoui sur cette introduction et c'est vraiment poser le cadre sur les enjeux multiples, pas uniquement d'un point de vue économique, mais les enjeux d'un point de vue sociétal, les défis géopolitiques, les enjeux de, on ne va pas parler sécuritaire, mais indirectement, à travers les successions, à travers les transmissions. J'ai l'honneur de représenter aujourd'hui l'ICD, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc nous sommes une institution multilatérale de développement. Nous faisons aujourd'hui de l'Afrique du moins une zone de développement prioritaire dans laquelle nous souhaitons allouer une grosse partie de nos interventions. Pour cela, je vais vous présenter rapidement qu'est-ce qu'ICD et quelles sont aujourd'hui les forces qu'ICD a construites pour pouvoir affronter ce marché africain et ce marché de la finance islamique. Ce marché africain qui est bien entendu aujourd'hui beaucoup plus dominé par des institutions privées, et ça change également beaucoup les attitudes, ça crée beaucoup d'attentes, ça crée beaucoup de responsabilités auprès des institutions multilatérales de développement que je représente aujourd'hui, dans l'approche également des opportunités de ce marché. Donc, ICD est membre du groupe de la Banque islamique de développement, donc une institution multilatérale de développement créée dans les années 70, dans lequel le Royaume du Maroc est un des membres fondateurs, dans lequel aujourd'hui le Royaume du Maroc est également très actif au niveau de la Banque islamique de développement. La Banque islamique de développement, institution multilatérale avec le plus grand de notation financière, AAA, de l'ensemble des agences de notation, qui aujourd'hui est présente dans 56 pays et qui aide à développer des infrastructures pour le secteur public. Compte tenu des enjeux particuliers sur le secteur privé, la Banque islamique de développement a créé des unités pour essayer de répondre à l'ensemble de ces enjeux. Parmi cette unité créée en 1999, ICD a été créé pour se focaliser uniquement sur le développement du secteur privé. Prêts, des financements au public, au gouvernement, aux sociétés majoritairement contrôlées par les États. La Société islamique pour le développement du secteur privé, la CID, elle target uniquement les sociétés au capital contrôlé majoritairement par le secteur privé. Et donc, nous avons été créés avec un capital autorisé de 2 milliards, dont 800 millions ont été libérés immédiatement. Et aujourd'hui, nous avons des actifs à peu près à 1,3 milliard de dollars. Au niveau de notre composition, nous sommes une institution multilatérale, supranationale, uniquement contrôlée et détenue par des institutions multilatérales, dont la BID, et également des pays. Nous avons également été ratés depuis quelques temps par Fitch, avec un rating AA, qui m'a donné beaucoup plus de force pour pouvoir mobiliser des ressources sur les marchés financiers et ainsi répondre aux enjeux croissants des demandes de financement dans l'ensemble de nos pays, et particulièrement en Afrique subsaharienne. Donc en tant que multilatéral, nous sommes bien entendu soutenus par des pays. Nous avons bien sûr un gros niveau de liquidité et un très faible niveau d'endettement. Nous avons également un statut de créancier préférentiel, ce qui nous exonère de paiement de taxes et également des immunités sur nos participations. C'est un point très important puisque, compte tenu des enjeux qui ont été développés juste avant par M. Thierry nous tendons à être immunisés contre les enjeux politiques et les enjeux de succession, puisque nous sommes au service des États qui ont tous adhéré et ratifié nos articles d'association, soit par leur Parlement, soit par d'autres processus législatifs ou constitutionnels, dans lesquels nous ont donné l'ensemble des exonérations fiscales pour ne pas payer d'impôts, immunité également sur nos opérations, et également pas issu à n'importe quel titre de rééchelonnement de dette. Nous avons bien sûr une capitalisation très robuste qui nous permet également d'avoir un rating AA, et nous sommes également diversifiés sur 52 pays de l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est, l'Europe, notamment l'Albanie, la Turquie, bientôt la Bosnie, le Kosovo, mais aussi l'Afrique subsaharienne et l'ensemble des pays arabes. Notre vision, c'est de soutenir le secteur privé
et d'encourager les investissements transfrontaliers, d'où également la présence aujourd'hui de nos équipes ici, puisque nous sommes totalement associés au tropisme marocain, de se développer sur l'Afrique subsaharienne, et nous souhaitons encourager ces investissements transfrontaliers et s'associer également à la constitution d'actes régionaux pour pouvoir les soutenir dans l'ensemble de nos pays membres. Le secteur privé, le développement du secteur privé, c'est une corollaire de notre institution. La promotion de la finance islamique, c'est notre raison d'être. La simulation de la compétition, de l'environnement et de l'esprit d'entrepreneur, c'est également une de nos missions pour lesquelles nous avons un dialogue régulier avec l'ensemble des gouvernements. La mise en place d'un climat d'affaires et d'un climat réglementaire, je dirais, nous permettant de développer des activités, est également un sujet qui occupe nos préoccupations et pour lequel également nous avons, en collaboration avec la Banque islamique, un dialogue régulier avec l'ensemble des régulateurs pour permettre notamment la mise en place de cadres réglementaires pour le développement des activités. Au même titre que la Banque, nous avons une vision et nous avons des ambitions au niveau de 2020 qui sont la création de 1 million d'emplois au niveau de l'ensemble de nos pays membres, la facilitation de ce qu'on appelle access to finance en anglais, à savoir l'inclusion financière. Aujourd'hui, on a encore eu l'exemple, une personne qui par cette responsabilité morale, ne veut pas sortir d'un bidonville, et qui de facto s'exclut financièrement. Donc nous avons une obligation également morale, une obligation de la part de l'ensemble de nos pays, de permettre le cadre réglementaire pour pouvoir attirer des personnes qui se sont exclues ou qui sont en dehors du système financier par des convictions morales ou religieuses. Donc ça, c'est également une de nos ambitions. Donc nous avons un objectif par rapport à ça. De cet objectif, nous créons des institutions financières qui vont permettre notamment à des acteurs aujourd'hui de retourner dans le système financier. Et nous avons un objectif de créer 50 institutions financières à différents types de challenges. Donc ça peut être un canal d'une banque islamique, ça peut être un canal d'une société de leasing. Lorsque le cadre réglementaire n'existe pas pour une banque islamique, nous créons des sociétés de leasing qui sont une démarche pour arriver vers une banque islamique. Enfin, nous avons également l'objectif d'améliorer le climat des affaires dans 10 pays membres et de mobiliser plus de 70% de nos ressources sur les marchés de capitaux, à savoir l'émission de sukuk, à savoir également tout titre de produits financiers sur les marchés de capitaux. Rapidement, nos 52 pays, donc c'est, j'ai envie de dire, tous les suspects du monde musulman, qui aussi bien de l'Asie du Sud-Est jusqu'à aujourd'hui le Suriname, qui peut paraître étonnant, mais Suriname a eu une importation de population musulmane pendant la colonisation hollandaise, donc une importation d'Indonésiens. Ensuite, les Anglais sont restés 20 ans, mais ont importé également beaucoup d'Indiens musulmans. Donc aujourd'hui, une forte population musulmane active dans le monde des affaires et qui a décidé de rejoindre l'organisation islamique, l'organisation de la conférence islamique, l'organe politique, puis la banque islamique, puis ensuite la société islamique pour le développement du secteur privé. Donc pour l'ensemble des pays, nous avons une responsabilité de développer l'ensemble de nos produits et de permettre le développement de l'ensemble des produits. Tout à l'heure, je vous parlais des sociétés de leasing. Il faut savoir qu'en Asie centrale, nous avons une société de leasing dans quasiment tous les pays, que ce soit Turkménistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Albanie, Turquie. Par contre, nous n'avons pas encore de banque. Pourquoi ? Sauf la Turquie qui a un aspect réglementaire. Ça, c'est une autre discussion parce que la Turquie est assez dynamique. Donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la dynamique du marché, donc pas la dynamique du développement. En revanche, l'ensemble des pays, ce qu'on appelle les républiques musulmanes de l'ex-bloc soviétique, aujourd'hui n'ont pas de cadre réglementaire pour la finance islamique. Le Kazakhstan est en train de mettre quelque chose, mais comme tout à l'heure a été évoqué, il y a une prudence, il y a une avancée régulière, mais il y a une volonté d'avancer, mais pas d'engagement ferme. Donc ça crée un petit peu des frustrations. C'est pour cela que nous avons créé des sociétés de leasing pour déjà sensibiliser les gens au mode de financement islamique. Rapidement, les produits que nous développons, donc nous développons des investissements directs, donc nous investissons directement dans les sociétés, nous investissons indirectement dans les sociétés à travers de la participation dans des fonds. Nous créons également des institutions financières dans lesquelles nous participons au capital avec un maximum de 33%. Nous créons également des sociétés de leasing, nous finançons également des sociétés financières en leur proposant des lignes de financement à destination des petites et moyennes entreprises.
Et enfin, nous développons également une activité de conseil et de gestion de fonds, dans lequel nous créons des fonds pour les petites et moyennes entreprises. Nous avons fait en Tunisie récemment. Et nous souhaitons également développer un fonds pour les petites et moyennes entreprises qui va répondre aux besoins equity. Donc, la finance islamique, certes, ce sont des financements, mais aussi il y a un gros besoin au niveau de l'equity qui peut permettre également de consolider les fonds propres et permettre encore une fois l'accès à d'autres financements. Au niveau de notre couverture géographique, il y a un point qui est important, c'est que jusqu'à présent, on avait, par facilité, j'ai envie de dire, développé beaucoup d'activités dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Quand je dis Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, pour nous, c'est souvent arrêté à l'Égypte, parce que ces pays avaient un cadre réglementaire. Donc, un des enjeux des institutions multilatérales de développement, et je vous le dis, ce n'est pas un secret, mais c'est de pouvoir déployer l'ensemble des fonds qu'ils ont. Et ce n'est pas un problème de mobilisation des ressources, c'est un problème de déploiement. C'est de trouver des acteurs, des entreprises qui peuvent être éligibles aux fonds qu'ils ont mobilisés. Et quand vous avez 56 pays qui rentrent dans un capital, ils veulent à tout prix avoir un impact. Mais au même moment, certains pays ont mis en place un cadre réglementaire. Quand on voit le Soudan qui est totalement islamique, quand on voit l'Égypte qui pendant longtemps a également bénéficié de l'ensemble de nos financements, quand on voit les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, la Syrie, il y avait un cadre réglementaire. Donc naturellement, nos opérations sont allées vers ces pays. Mais ensuite, quand on évolue en tant qu'institution, on a la concentration du risque. Et on se dit, il faut également aussi penser à d'autres pays. Et donc progressivement, nous sommes en train également de totalement se refocaliser sur des nouvelles zones. On parle de l'Asie centrale, mais aujourd'hui l'Afrique. L'Afrique pour nous, c'est de Tanger à Maputo, puisque l'Afrique du Sud n'est pas membre, mais de Tanger à Maputo en passant par les Comores et l'Afrique de l'Ouest. Et donc notre objectif, c'est vraiment de se refocaliser sur cette région. Qu'est-ce que nous faisons sur cette région ? Sur cette région, jusqu'à présent, nous avons approuvé 70 investissements pour un total de commitment de près de 700 millions de dollars. Juste sur l'Afrique subsaharienne, on a approuvé 43 projets qui totalisent à peu près 500 millions de dollars, avec un déboursement à hauteur de 230 millions. Tout ça pour vous montrer que sur des accords de financement de 700 millions, on a déboursé uniquement 220. Tout ça pour vous montrer qu'on peut identifier une bonne opportunité, mais pour les institutions de développement que nous sommes, il y a une difficulté quelquefois à passer de l'accord au déboursement. Ce qui peut paraître pour beaucoup d'acteurs du secteur privé, mais inconcevable. Vous dites, mais comment ça, vous avez 700 millions et vous n'arrivez pas à débourser ? Oui, parce que quelquefois l'idée est bonne, donc on veut capter le momentum, mais quelquefois ensuite la matérialisation de l'idée est beaucoup plus difficile. Donc pour ça, on a pris le lead sur certains projets et on a créé des banques. Et on a créé des banques islamiques, où on a racheté des acteurs qui existaient. On a parlé tout à l'heure de Tamwil, qui est un haut lead de banque qui est en Afrique de l'Ouest et qui couvre aujourd'hui 4 pays et qui progressivement va s'étendre sur 2 nouveaux pays qui ont été présentés par le board, à savoir le Bénin et le Mali. Mais aussi, nous avons également été très actifs au Soudan. Nous sommes associés avec Byblos, donc une banque libanaise très solide, avec une très bonne gouvernance, qui souhaitait se développer au Soudan, et qui a fait appel à nos services pour 2 raisons. 1, pour notre maîtrise de la finance islamique, et 2, pour la protection que nous pouvons apporter dans les pays. Nous sommes un parapluie politique. Nous sommes un parapluie politique dont dans des pays dans lesquels il y a une certaine transition, certaines difficultés, nous apportons le confort pour pouvoir non seulement exercer les activités de la finance islamique, mais également pour faciliter le dialogue avec l'ensemble des pays. C'est un point très très important. En Tunisie, nous avons un fonds d'investissement et nous sommes en train de travailler également sur la conversion, la transformation, je dirais, puisque la conversion, ça risque d'être très mal interprété, mais la transformation d'une société de leasing en banque islamique. C'est qu'aujourd'hui, nos réalisations sur l'Afrique, nous avons été énormément sollicités par l'Afrique subsaharienne pour transformer leurs institutions financières. Aujourd'hui, jusqu'à présent, nous avons pu répondre à 8 mandats pour permettre la mise en place qu'on appelle une Islamic Window. Donc c'est une unité qui va faire de la finance islamique. Et ça, aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui limités à nos capacités humaines pour pouvoir faire plus, mais sachez que c'est un besoin qui est croissant en Afrique subsaharienne et également en Afrique du Nord, dans lesquels les institutions financières ont senti le besoin croissant de la part des populations. Il faut savoir que l'Afrique, pour la première fois de son histoire,
à une croissance qui n'est pas drainée et tirée par la volatilité des matières premières. Pour la première fois, l'Afrique a une croissance qui est tirée principalement par sa consommation intérieure et par le développement d'une classe moyenne. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ça crée beaucoup plus de résilience. Et donc, quand vous avez une classe moyenne qui se développe, quand vous avez une classe moyenne qui est jeune, dans laquelle à peu près 40%, 50% de la population moins de 19 ans, vous devez venir avec des solutions rapides, innovantes et digitales. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a une classe moyenne qui commence à avoir un pouvoir d'achat important, qui ne veut pas s'exclure du système financier, qui va aller demander des systèmes financiers qui répondent à leurs valeurs et qui surtout aura besoin d'une forte innovation. Donc ça, c'est parmi les enjeux également sur lesquels nous devons tous faire face pour pouvoir adresser cette finance islamique. L'Afrique, c'est 40% de la population musulmane du monde entier. Donc pour vous dire, et avec la croissance, aujourd'hui on ne le voit pas, mais dans quelques années, le Nigeria sera le deuxième pays musulman du monde, après le Pakistan, si on en croit un petit peu les prévisions du centre de recherche Pew. Donc pour montrer que la croissance démographique, également la croissance économique, vont naturellement apporter des objectifs et des enjeux au niveau de la réalisation des activités bancaires. On vous ai parlé des mandats pour transformer ces institutions financières. Certaines institutions financières ont compris que si elles n'avaient pas aujourd'hui, si elles ne communiquaient pas sur la mise en place d'une Islamic Window, elles passeraient à côté de cette opportunité. Donc aujourd'hui, on pouvait avoir la BFPME, qui est une société qui est détenue par l'État. C'est pas l'équivalent au Maroc, je ne sais pas si c'est dans le giron de la CDG, mais c'est une société qui, à l'image un peu de OSEO en France, qui est là pour soutenir et pour avoir des garanties pour les petites et moyennes entreprises. Et donc elle souhaite également se dire, mais j'ai besoin également d'avoir une offre islamique pour répondre aux besoins de mes clients. Deuxième point, je vais me dépêcher parce que je pense que le temps est... au niveau des soukouk, on a réalisé la première fois cette année un soukouk pour le Sénégal. C'est la réalisation de l'année qui a été faite en monnaie locale pour le Sénégal. Et je peux vous dire que quand vous mobilisez un soukouk pour le Sénégal, le lendemain, vous avez tous les chefs d'État qui viennent vous voir. Vous dites, je veux le même. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que la liquidité existait. Les instruments, le Sénégal a la chance d'être dans une zone d'intégration régionale qui est la zone de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA. Et donc, du coup, ils ont une vraie intégration réglementaire. Donc, quand on fait quelque chose pour le Sénégal, il est très facile ensuite de le faire pour l'ensemble des pays qui sont dans la zone économique, puisqu'elles répondent aux mêmes enjeux réglementaires. Nous sommes en train de travailler avec d'autres pays à ce sujet-là. Nous sommes en train de travailler avec la Tunisie. Donc, la Tunisie a pris un peu de retard, mais fin d'année, nous pensons également pouvoir émettre des soukouk. Un autre point qui est important, c'est une fois que des banques islamiques existent, il y a d'autres enjeux. Il y a un enjeu d'animation de la liquidité des banques islamiques. Pendant longtemps, les banques participatives turques ont souffert de cela. À savoir, elles étaient existantes, mais la Banque centrale n'avait aucun outil pour pouvoir racheter l'excès de liquidité. Et donc, elles étaient poussées à aller déployer au maximum leur liquidité sur des projets, quelquefois plus risqués que ce qu'ils souhaitaient le faire. Et donc, il y a quelques années, la Banque centrale turque a commencé à émettre des papiers court terme islamiques, donc pour permettre d'aider un petit peu cette liquidité. Et donc, compte tenu de ces enjeux, nous avons décidé de construire un programme en fait, pour aider les banques centrales, dans lesquelles des banques islamiques existent, pour pouvoir créer un système un petit peu de liquidité à court terme qui va permettre de placer les liquidités des banques islamiques pour éviter ce qu'on appelle en anglais le negative carry, à savoir une perte sur les dépôts de leur clientèle. Rapidement, au niveau des institutions financières, donc nous avons aujourd'hui 9 banques islamiques en Afrique, avec 2 banques en projet, également un troisième du moins 9 avec des projets inclus. Donc, je vous ai parlé du Bénin et du Mali, également de la Tunisie. Nous avons une société de leasing au Soudan. Nous avons également des projets de société de leasing au Maroc, en Algérie et en Égypte. En Algérie, c'est assez avancé, mais malheureusement, c'est en cours d'analyse. Au Maroc, nous sommes au stade de l'étude approfondie. Nous avons également quelques accords avec quelques acteurs pour déterminer les conditions pour pouvoir exercer au Maroc, sachant que le leasing au Maroc est quelque chose d'assez mature et très compétitif. Donc la mise en place d'une société de leasing islamique doit répondre non seulement aux objectifs commerciaux, mais voir également comment la pérennité et la résilience de cette activité peut se réaliser au Maroc. Nous avons également en Égypte
qui est beaucoup moins réglementé, sur lequel nous sommes en train de travailler. Et enfin, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous privilégions une approche régionale, dans laquelle nous sommes en train de réaliser une société de leasing régionale qui va également taper l'ensemble des marchés, avec probablement un focus sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure des fonds, dans lesquels nous avons des fonds d'investissement, dans lesquels j'invite également l'ensemble des partenaires à collaborer avec nous dans ces fonds, dans lesquels également nous sollicitons l'expertise des fonds, des asset managers, donc des gérants, pour également nous solliciter et également proposer leurs services pour gérer les fonds. Nous n'avons aucune vocation à gérer des fonds au Maroc, nous avons vocation à investir dans les fonds. Nous n'avons pas la connaissance du Maroc comme les acteurs marocains. Nous sommes là à s'associer avec les acteurs marocains. Comme nous faisons en Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas d'expertise. Nous donnons des lignes de financement à moyen et long terme. Donc on peut aller jusqu'à 10 ans, on peut aller jusqu'à 7 ans, pour pouvoir aider les banques islamiques à avoir de la ressource longue et ensuite les redéployer pour les petites et moyennes entreprises, qui est pour nous un enjeu particulier pour le développement du secteur privé. Je vais m'arrêter ici, parce que sinon je peux parler pendant 3 heures. Merci, mais je voudrais seulement rester sur ce slide qui sont les enjeux. On a parlé de réalisation, mais ce qui est important, c'est d'avoir un débat sur les enjeux. Le premier enjeu, j'en ai parlé en filigrane, c'est la mise en place d'un cadre réglementaire et des politiques supportives, du moins, qui vont supporter la finance islamique. Le deuxième, c'est les scholars, donc c'est les alam, c'est tout ce qui est les docteurs en foi qui sont capables de comprendre le religieux, mais également l'économique. Et ça, c'est également un enjeu très important, parce qu'on ne peut pas passer d'un système conventionnel à un système islamique sans être préparé. Préparé par le régulateur, préparé par le charia board, préparé par l'éducation. On ne peut pas demain demander à un banquier, dire voilà, demain vous changez, vous êtes conventionnel, demain vous passez islamique. Non, on a besoin de le former, on a besoin de mettre en place des outils. On a besoin également de former le consommateur sur cette sensibilité. Enfin, on a également aussi de proposer des produits diversifiés. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Afrique, c'est une population jeune, qui est une population digitale. Pour eux, il y a plus de téléphones portables que d'ordinateurs. Donc pour eux, ils sont très avancés sur les nouvelles technologies et il faut également prendre ça en compte et en considération pour définir une offre commerciale. Je suis désolé d'avoir pris trop de temps et Merci, je suis à disposition pour plus de questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons devoir excuser M. Alaoui qui a malheureusement une contrainte à Rabat qui va devoir nous quitter, que je souhaite remercier à nouveau. Merci beaucoup. Et j'invite M. Khalil Abnouri à nous présenter donc, la vision à nouveau de Dar es-Safa et la stratégie. C'est Khalil, tu m'en voudras pas si je te prends 5 minutes, un quart d'heure? Il n'y a pas de souci. Ça pourrait aller? Il n'y a pas de souci. Comme ça, on fera plus de débats, Inch'Allah. Voilà, c'est l'idée. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ce que je vous propose de partager aujourd'hui, c'est la chance historique qu'a le Maroc aujourd'hui de venir en dernier. Nous sommes certes le dernier pays musulman à adopter la finance islamique. C'est une chance en soi. Je voudrais démontrer ça et le discuter ensemble en débat ouvert après la fin de mon introduction, en closing de ce premier panel. Donc là, le Maroc, il vient en dernier. Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'Afrique en matière de business model cible de la finance islamique et quels sont les leviers marocains qui peuvent être exploités pour faire une richesse nouvelle, une vraie valeur ajoutée à la finance islamique. Donc, en bref, ce que je vous propose de partager au début, c'est ce Maroc africain. Certes, le Maroc, c'est un pays musulman, arabe, méditerranéen, francophone, mais il est surtout africain. Et avec l'Afrique, c'est une très 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 longue histoire. Elle est vraiment ancrée. Elle est d'abord culturelle, mais elle est surtout spirituelle. Et je vous fais toucher du doigt la définition officielle des fondamentaux de l'islam au Maroc,
tel que défini par le ministre des Affaires islamiques marocain, le Maroc, c'est un pays de Imarat al-Mu'minin, de Madhab al-Maliki, de l'Aqida al-Ash'ariya et de Tasawwuf al-Junaidi. Et ce n'est que les mêmes fondamentaux des pays africains. Je vous laisse remarquer la couleur du Madhab Maliki qui coiffe l'ensemble de la première moitié de l'Afrique, qui est tout simplement l'Afrique musulmane. Donc là, pour vous dire que le Maroc, il est africain. Il l'a toujours été. Mais aujourd'hui, avec le nouveau règne de Sa Majesté Mohammed VI Nasrallah, cette volonté politique, elle est davantage ancrée. Elle est certes renouvelée, mais surtout renforcée. Et ces liens religieux et spirituels constituent le noyau dur de cet attachement spirituel entre le Maroc et l'Afrique. L'islam en Afrique a été accueilli à bras ouverts par ces populations à travers le soufisme, surtout en Sénégal, en Mali et dans plusieurs pays africains, et dont les sources étaient marocaines des Shourafa depuis plusieurs siècles. Donc pour vous dire le positionnement, je dirais, islamique du Maroc en Afrique. C'est très important comme introduction. Maintenant, sur un plan économique, la volonté politique du Maroc, si ancrée, si bien expliquée par notre président, M. Youssef Bardali, cette volonté politique, elle est prononcée, mais surtout elle est suivie par les opérateurs économiques marocains en Afrique. Et nous avons des démonstrations très claires en la matière. Le secteur bancaire et assurantiel qui est installé dans plus de 21 pays africains, et pas des moindres. Nous avons sur le plan télécom une installation dans 9 pays. Et pour le BTP, 16 pays. Et ce n'est qu'un début. Il y a beaucoup de pays qui sont en pipe, et même vis-à-vis de ces pays d'installation, le volume des affaires ne fait que croître jour après jour. Sans parler, bien entendu, des échanges commerciaux, mais là, il y a encore une marge loin d'être totalement exploitée, vu le potentiel de synergie qui existe. Donc là, le Maroc, il est africain d'origine, il est également africain d'orientation. Et l'orientation géostratégique du royaume, c'est pour une coopération sud-sud. C'est intelligent sur un plan économique. La chance qu'a le Maroc, c'est l'Afrique. Parce que le potentiel de synergie entre pays africains, il est énorme. Donc c'est un choix pragmatique. Et c'est un choix judicieux, et c'est un choix, je dirais, logique et tout à fait naturel. Aussi, l'Afrique est loin d'être saturée en matière de possibilités de croissance et de développement. Et c'est là où il y a l'intérêt que les pays, la croissance moyenne en Afrique, elle ne dépasse pas encore les 4,25% en moyenne. Et pour vous dire que la marge, certes c'est un chiffre intéressant, mais il est encore loin des chiffres que faisait la Chine il y a quelques années, et l'Inde et d'autres pays qui ont émergé avec beaucoup de force, et qui s'intéressent à l'Afrique, mais qui ne sont pas africains. Donc là, nous avons des leviers, nous avons des mécanismes, nous avons des avantages qu'il faudrait exploiter intelligemment. Le Maroc, comme je disais tout à l'heure, est un pays francophone, donc pour toute la zone UMOA, la zone francophone de l'Afrique, il y a un avantage, mais n'oublions pas aussi que le Maroc, c'est un partenaire privilégié de l'Union européenne, et à travers ses opérateurs, même financiers, c'est un partenaire de taille pour les pays asiatiques, et il a surtout un positionnement géostratégique unique. C'est une chance d'avoir ce positionnement dans la map du monde. Donc si le Maroc est africain d'origine et d'orientation, les banques marocaines ne le sont pas moins. Quand vous remarquez sur la map,
les 3 seniors des banques marocaines, ils sont confortablement installés en Afrique et ça ne fait que se développer d'année en année pour ancrer encore et renforcer cette ferme volonté de développement. Maintenant, pourquoi? Parce que les banques marocaines sont principalement nationales. Donc il y a une certaine liberté de prise de décision en la matière. Il y a un choix pragmatique d'accompagner la politique de l'État en la matière. Rappelez-vous, le groupe Tijari Wafa Bank, dans ses débuts d'implantation en Afrique, il l'a fait de manière spectaculaire à travers une acquisition de 5 banques africaines, d'un seul coup, parallèlement au retrait d'un opérateur français. Donc les banques marocaines ont cette liberté d'accompagner ce choix géostratégique et politique du Maroc, et c'est une chance. Aussi, le Maroc, il a une fine connaissance du marché financier africain aujourd'hui. Parce que ces implantations, ce n'étaient pas des échecs. Bien au contraire, ce sont des success stories pour les 3 opérateurs. Pourquoi? Parce que le Maroc est africain. Il s'adapte naturellement à ces contextes africains. Et rappelons-le, l'industrie bancaire marocaine, elle a suivi quelque part, il y a quelques décennies, le même chemin d'évolution des banques africaines aujourd'hui. Aussi parce qu'il y a un partage de technicité et de connaissances des marchés africains entre ces pays, donc un début de synergie entre les filiales dans les différents pays d'implantation, et c'est un appétit qui est ouvert pour davantage de développement. Au-delà du financier, vous remarquez sans doute que ces opérateurs bancaires font profiter leurs clients, surtout entreprises, de ces synergies et de ces opportunités de création de business. Donc, entre entreprises filiales des groupes bancaires marocains, il y a des synergies entre les différents marchés, mais aussi un potentiel de croissance et de développement immense, jusque-là non encore exploité. Maintenant, si le Maroc est un pays africain d'origine et d'orientation, si les banques marocaines le sont également, les banques islamiques, elles sont participatives d'origine et d'orientation. Ils sont participatifs d'origine parce que c'est là où il y a les maqasid de sharia, où il y a les finalités du législateur. Et d'orientation parce qu'elle ne l'est pas encore, mais elle s'y achemine progressivement et intelligemment. Vous savez tous que, au-delà du halal, la finance islamique, elle a une valeur ajoutée économique et sociale. Mais ce n'est pas l'endettement qui porte dans ses germes ces possibilités d'impact macro et microéconomique. C'est plutôt le modèle participatif qui le permet. Comme vous savez tous, les financements participatifs ne sont pas inflationnistes. Elles sont pour le plein emploi et pour l'équilibre systématique. L'absence de taux d'intérêt créditeur et débiteur, ils écrasent la marge, l'écart entre l'épargne et l'investissement. Ça encourage la croissance, ça encourage l'investissement et donc la création d'emplois. Les règles et les garde-fous de la zakat découragent la thésaurisation et stimulent l'investissement. Et même sur un plan secteur bancaire, il y a plus de stabilité, parce que plus de moralité, plus d'éthique, mais surtout plus de fiabilité du modèle participatif en banque islamique, mais également sur un plan micro. C'est-à-dire même les opérateurs, les entreprises qui font le noyau du tissu économique dans les pays d'accueil, ils en profitent pleinement de ces modes participatifs, aussi bien en matière de stabilité par la mutualisation des risques, mais également en matière de compétitivité par absence de charges financières et surtout de ne pas avoir le poids du créancier sur le dos en matière de prise de décision sur un plan commercial et opérationnel.
Il y a autant d'avantages, aussi bien même pour les clients particuliers et professionnels que entreprises, et en matière d'inclusion financière, et je dirais même inclusion économique à travers non seulement la microfinance islamique, mais bien au-delà de là, de la capacitation économique, temkil iqtisadi, ça veut dire doing business with people, c'est-à-dire les intégrer, ce n'est pas leur donner des financements, mais leur donner des projets et un accompagnement en amont, de l'amont vers l'aval. Et c'est une niche de rentabilité très très juteuse, ce sont d'autres métiers. Maintenant, la chance de venir en dernier, c'est la chance de tirer les leçons de 40 années d'exercice de métier. Certes, le business model cible de la finance islamique n'est pas encore atteint, c'est une maturation qui prend son temps et c'est tout à fait naturel. Mais aujourd'hui, nous avons la chance de commencer par là où les autres sont arrivés et non pas par là où les autres ont démarré. Donc là, les banques islamiques au Maroc se proclament être participatives. Le législateur marocain a eu l'intelligence de les nommer en tant que tels. Le législateur marocain, il a compris que le prérequis pour qu'un pays, pour qu'un secteur financier, pour qu'un citoyen et pour qu'un client, entreprise ou particulier professionnel puisse profiter de l'impact micro et macroéconomique de la finance islamique, il ne peut le faire qu'à travers le modèle participatif et non pas de l'endettement, même s'il est sharia compliant, mais c'est le participatif qui est plutôt sharia based. Maintenant, pour le Maroc, c'est aussi une responsabilité. Et non seulement une chance, c'est une responsabilité historique qu'a le Maroc aujourd'hui de réussir en mieux l'expérience participative. La chance qu'a l'Afrique, c'est que le Maroc a une industrie financière très robuste. Comme bien expliqué tout à l'heure M. Brdadi, à juste titre d'ailleurs, l'industrie financière marocaine a démontré sa capacité à exporter sa réussite en Afrique. Notre souhait, c'est que le Maroc puisse réussir le vrai business model participatif de la finance islamique au Maroc pour exporter une nouvelle génération de finance islamique 2.0. Comme vous le savez très bien, le poids du marché financier marocain, il est conséquent. Donc le fait de réussir l'expérience même avant son export influera de manière significative la volumétrie de la finance, des actifs financiers islamiques en Afrique. Les banques participatives marocaines, je trouve que leur orientation, elle est africaine de nature. C'est systématique. Le secteur bancaire, il est déjà très présent en Afrique et il ne pourrait que profiter des 400 millions de musulmans d'Afrique. C'est une population très imposante et comme on a bien vu tout à l'heure, face à ces 400 millions de musulmans, nous n'avons que 400 millions d'euros d'actifs, donc pratiquement une moyenne d'1 euro par musulman en Afrique. Le chiffre explique la grandeur du potentiel à tirer. Je vous laisse imaginer les actifs financiers réels des musulmans en Afrique. On a entendu tout à l'heure le chiffre de 1800 milliards de dollars comme total actif financier. Sachez que le marché du halal dans sa globalité, il pèse 6 fois ce montant. Ça serait que le potentiel le plus proche, qui est le marché de halal, qui devrait affluer ses actifs vers les banques islamiques. Donc l'Afrique, naturellement, elle pourrait profiter pleinement de l'éventuelle réussite du modèle participatif marocain. Donc vous avez remarqué que j'étais assez bref dans ma présentation par rapport à un contenu que j'aurais bien aimé étayer et développer davantage, mais mon souhait, c'est d'animer plus le débat. On est plus intelligent ensemble qu'à tout seul, et l'émanation vient de l'échange, et je vous invite vivement
a contribué généreusement au débat de ce premier panel pour donner un goût pour ce FAFI en matière d'échange. Le Maroc a la chance d'être africain et d'avoir l'Afrique. Est-ce que l'Afrique aura la chance d'avoir le Maroc? Merci. Merci beaucoup, Cyril. Donc nous arrivons aux questions-réponses. Nous allons faire tourner un micro. Je vous demanderai vraiment dans vos questions d'être courts, directs, questions fermées ou ouvertes. On va prendre 3 questions tout d'abord et ensuite on verra en fonction du temps qui nous reste. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à nous poser vos questions. Bonjour, Laurent Marlière, CEO de ISFIN. J'ai une question liée à l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Est-ce que vous pensez que la finance islamique pourrait être un élément de rapprochement entre ces deux Afriques et si oui, comment? Merci. Est-ce que votre question s'adresse à quelqu'un en particulier? Non. Si Farid, comme vous êtes présent sur les 2 marchés. Merci beaucoup pour cette question sur la finance islamique comme un trait d'union entre... je ne sais pas si on a suffisamment de recul pour pouvoir parler de trait d'union, mais il est certain que les intégrations régionales auront beaucoup plus du moins de poids pour pouvoir rapprocher les différentes communautés anglophones et francophones. L'islam, par nature, rapproche les musulmans. Mais de là à pouvoir parler de rapprochement, c'est quelque chose qui est encore en stade de réflexion. Mais si on devrait réfléchir à des pistes, ce qu'on pourrait dire, c'est que la finance islamique et les banques islamiques constituent de facto un écosystème parallèle au système conventionnel et qui nécessite la présence de différents acteurs. Tout à l'heure, je parlais des contraintes pour refinancer les actifs. Et je n'ai pas précisé, mais par exemple, je rencontrais il y a quelques temps le gouverneur de la Banque centrale du Kenya qui me disait nous avons 2 banques islamiques, mais nous n'avons pas réussi encore à les aider à mettre en place des outils pour financer leurs opérations. Et ils se sentent un petit peu isolés au niveau du Kenya, puisqu'aujourd'hui il y a certes de la croissance au Kenya, mais la dynamique pourrait venir peut-être de Djibouti, qui sont francophones, également de l'Afrique centrale avec le Tchad, le Cameroun. Donc on peut voir un rapprochement entre les différentes banques islamiques d'un point de vue opérationnel. Mais de là à avoir une réflexion sur un rapprochement francophone et anglophone, je pense que c'est assez ambitieux. Bonjour. Ibrahim Suleiman, je suis du magazine Les Afriques. Ma question s'adresse à M. Masmoudi de la SID. Donc, votre institution est présente en Afrique avec un réseau d'au moins 9 banques ainsi que 5 sociétés de leasing. Donc, ça vous donne assez de visibilité quand même et de connaissances sur le marché africain. J'ai 2 petites questions. Ma première question est de savoir quels sont, à votre avis, les produits financiers les plus adaptés aux spécificités du marché africain. Et deuxième question, quels sont, selon vous, les principaux obstacles qui justifient le retard un petit peu de la finance islamique par rapport aux banques conventionnelles sur le marché africain? Merci. Une autre question peut-être dans la foulée? Jawed Kerdoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et je suis convaincu que la finance islamique aura un avenir très prometteur. Alors ma question est la suivante. Quelles sont les relations de la finance islamique avec les grandes organisations financières internationales telles que le FMI et la Banque mondiale? Et pourquoi pas la Banque mondiale devrait aussi inclure dans ses prêts la finance islamique? Merci. Une troisième question. Le monsieur... vous avez le micro, mais ensuite on aura... Hussein Boussaïd, consultant. Je voudrais poser une question par rapport à l'utilisation de ce terme participatif.
Ma question est la suivante. Comment le Maroc va réussir là où les banques islamiques ont eu du mal à percer, à savoir le placement des produits participatifs. Donc la question, comment le Maroc va réussir à placer ces produits-là? Merci. Très bien. Bonjour, Benhaï Monsef, je suis journaliste Le Matin. J'ai 3 questions, si vous permettez. D'abord, une question générale. Au niveau du Maroc, quel impact aurait l'introduction des banques islamiques ou participatives sur les banques conventionnelles? Deuxième question, c'est par rapport à la traçabilité. On sait que dans un produit halal, il est important de suivre donc de la production jusqu'à la mise à la consommation. Est-ce qu'au niveau des banques, on sait que ce sont les banques conventionnelles au Maroc qui vont créer des banques islamiques. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de traçabilité ici, au niveau des ressources financières notamment? Et troisième question, c'est par rapport à la compétitivité des banques islamiques ou participatives par rapport aux banques conventionnelles. On sait que les produits islamiques sont des produits très chers. Et on se demande même, est-ce que c'est une autre forme de riba par rapport au principe de l'islam? Parce que l'islam, il a interdit le riba parce qu'il est très cher. Et parce qu'on vend un produit 10 fois ou 15 fois son prix. Donc est-ce que ce problème de compétitivité, est-ce que ça ne crée pas un problème moral et puis un problème au niveau économique? Merci. Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour les questions. Je vais les résumer. Donc, il y a une question sur le type de produit susceptible d'intéresser donc le marché africain. On peut faire également un commentaire sur pourquoi le retard de la finance islamique sur le continent. Mais bon, je pense que les facteurs sont connus. Et je préfère qu'on se projette plutôt dans l'avenir, mais on pourra y répondre. Les relations entre la finance islamique, le FMI et la Banque mondiale. Comment est-ce que la finance islamique peut se développer au Maroc, et notamment avec cette appellation de banque participative? Quel sera l'impact de la finance islamique sur le marché conventionnel? Quid de la traçabilité et quid de la compétitivité et du prix? Je pense que je préfère vous donner chacun à votre tour la parole et vous choisissez, on va dire, les questions auxquelles vous souhaitez répondre. Moi, j'aimerais juste faire deux, trois commentaires assez rapides sur lesquels je peux intervenir. En ce qui concerne les relations entre la finance islamique et le FMI et la Banque mondiale, il faut savoir que ces deux organismes s'intéressent de très près à la finance islamique. On les voit très souvent dans des conférences, dans des colloques, mais également à de très hauts niveaux. Et on a surtout Madame Christine Lagarde aujourd'hui qui préside le FMI, qui a été une ardente, je ne sais pas comment on peut dire, mais défenseur, même avocat de la finance islamique en France, qui a beaucoup fait pour que le cadre fiscal français soit adapté lorsqu'elle était ministre de l'économie. Donc je pense que c'est un sujet qu'ils doivent traiter également. Et en ce qui concerne la traçabilité, donc là c'est plutôt en tant que Téménos que je souhaite répondre à cette question. Aujourd'hui, on a des outils informatiques qui permettent justement ce cloisonnement, cette traçabilité, de créer des pistes d'audit. Et aujourd'hui, les départements d'audit chariatique sont sensibilisés justement à cet outil. Aujourd'hui, quand vous utilisez les nouvelles technologies, vous ne pouvez rien cacher. Après, reste à savoir si la banque souhaite être transparente. Mais en tout cas, on a aujourd'hui les moyens d'avoir cette traçabilité. Donc voilà, c'était ma contribution. Merci beaucoup. Je voudrais compléter sur les relations entre les institutions internationales et la finance islamique, puisque en tant que représentant de la Banque islamique, en tant qu'entité du groupe de la Banque islamique, je ne suis pas ici en tant que représentant de la Banque islamique, mais plutôt en tant que représentant de la CID, et compte tenu un petit peu de mes responsabilités sur le partenariat avec l'ensemble des institutions internationales, je peux vous dire les choses suivantes. Le financement des infrastructures est en train de se transformer. Les nouvelles contraintes réglementaires de Bâle III ont mis beaucoup de pression sur les banques commerciales, notamment sur le financement des infrastructures à long terme qui sont très consommatrices de capital.
Donc, et au même moment, il y a un gap très important, un déficit très important d'infrastructures, notamment sur le continent africain. Les grands bailleurs de fonds se sont attelés à trouver des réponses par rapport à ça. Et l'implication des institutions multilatérales de développement devient très importante, notamment pour compenser le retrait de certaines banques commerciales. Donc vous voyez de plus en plus d'institutions internationales de développement qui coopèrent et qui incluent dans l'ensemble de leur financement des tranches islamiques. Donc c'est une réalité, c'est plus au niveau d'une discussion, c'est une vraie réalité. Vous avez même la Banque mondiale et particulièrement la SFI, qui est le secteur privé, qui a mis en place un centre de recherche sur la finance islamique, qui est basé à Istanbul, en Turquie, et qui coopère également beaucoup avec nos activités pour mettre en place dans chaque opération une mobilisation islamique. Il faut savoir que la Banque islamique de développement est très active avec l'ensemble des partenaires, que ce soit avec l'AFD, que ce soit avec la Banque mondiale, que ce soit avec la Banque asiatique de développement, avec lequel la Banque africaine de développement. Avec laquelle nous avons des coopérations et des accords de coopération qui permettent d'inscrire dans beaucoup de projets une tranche islamique pour pouvoir également mobiliser les ressources financières. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue réglementaire, il n'y a pas encore aujourd'hui de discussion, il n'y a pas aujourd'hui d'inclusion de ces institutions internationales dans les discussions, par exemple, des normes comptables au niveau de l'AOFI, au niveau des Islamic Finance Service Board, tout ce qui représente les banques centrales. Elles ne sont pas aujourd'hui incluses dans ces discussions, mais rien n'empêche que peut-être demain, ces acteurs seront beaucoup plus actifs avec les partenaires et avec les acteurs de la régulation de la finance islamique. Il y avait une deuxième question, sur aussi je voudrais apporter peut-être une rapide contribution, c'est sur traçabilité des financements. Ce qu'on veut dire, c'est que la banque islamique se finance avec différentes sources de financement et je ne rentrerai pas dans l'aspect compliance, mais plutôt dans l'aspect structurel. Pour financer des activités, elle a besoin, chaque banque, du capital, des dépôts, du refinancement, à travers soit les marchés, soit à travers les autres banques de la place, ou d'autres sources de financement, mais c'est les sources principales. La banque islamique répond également à la même contrainte, et donc le capital, par définition, est halal, puisqu'il y a une notion de risque. Donc le capital, au départ, est halal. Ensuite, les vrais enjeux que font face aux institutions financières, c'est quelle taille du capital pour financer quelle opération. Parce que généralement, et nous on a été contraints également à ça, c'est que quand on commence une institution financière, on met du capital. Mais on ne peut pas se financer puisqu'on n'a pas d'actifs à refinancer. Donc, quelquefois, ça crée une utilisation du capital pour financer l'activité, ce qu'une banque conventionnelle ne fera pas. Une banque conventionnelle, il reste se financer sur les marchés de capitaux pour financer ses opérations et utilisera son capital pour beaucoup plus de choses différentes qui, ont un retour sur un investissement beaucoup plus important et également pour consolider ses fonds propres. Donc ça crée l'enjeu de quelle taille du capital et donc quels sont le retour au niveau de TRI sur l'utilisation du capital et également quelle institution qui peut aujourd'hui donner peut-être une ligne de financement qui peut permettre peut-être l'utilisation pas du capital pour financer. Nous, la CID, on donne des lignes de financement, mais généralement, on donne des lignes de financement pour refinancer un portefeuille. Donc, c'est parmi des problématiques sur lesquelles on essaie d'apporter des solutions, mais qui sont des problématiques également pour beaucoup des banques islamiques, puisque on va refinancer un portefeuille, mais avant tout, il faut le construire. Il faut le construire, ce portefeuille, et ensuite, il faut avoir aussi un cadre réglementaire qui permette certaines titrisations du portefeuille à travers l'émission de Sukuk, donc pour aussi l'implication des investisseurs institutionnels. Donc voilà ce que je voulais préciser sur les différentes sources de financement et la traçabilité. Oui. Je reviendrai sur le type de produit, mais je voudrais laisser la session d'après qui va... on ne va pas tout répondre en une session, ce serait ambitieux et surtout ce serait malveillant pour nos collègues qui vont ensuite parler sur un point de vue opérationnel et je préfère apporter un peu plus de patience à notre audience et pas monopoliser le débat.
Merci Sidi Farid. Donc tout d'abord, moi je voudrais remercier M. Boussaïd pour sa question. Comment le Maroc pourrait réussir le modèle participatif? Je toucherai un petit mot par rapport à la compétitivité produit banque islamique pour vous parler de la supériorité produit. Mais pour tout ce qui est contrainte de pricing et également pour tout ce qui est impact de l'introduction de la finance islamique par rapport au secteur conventionnel, je demanderai à M. Brdadi s'il voudrait bien prendre en charge ces questions. Donc par rapport à la réussite du modèle participatif au Maroc, le secret n'y est pas. Il n'y a que de l'innovation en ingénierie financière islamique. Mais on ne pourra parler d'innovation que si on sort du cadre, si on ose casser le paradigme, de sortir de la coquille du copier-coller du conventionnel et partir puiser dans l'immensité de fiqh al-mu'amalat al-maliya pour trouver nos sources fondamentales de sharia based. Aussi, l'innovation ne pourra être qualifiée de telle que si on sort du cadre de la structuration de produits. Il n'y a pas que les produits à innover, il y a également les process à innover et il y a surtout le business model à réécrire. En matière de business model, ce que propose le noyau dur de la finance islamique, c'est plutôt la banque d'investissement façon retail, avec un ticket d'entrée plutôt démocratisé sur l'ensemble des segments, plus de la capacitation économique. Et sachez que la banque islamique, ce n'est pas la banque conventionnelle moins les intérêts, ni plus la zakat et le waqf. La banque islamique, c'est une autre industrie financière. C'est un métier à part, qui a ses propres fondamentaux, qui a ses propres mécanismes, qui sont propres à lui et qui répond à ses maqasid de sharia. Sachez également que la banque islamique n'est pas condamnée à faire de l'intermédiation financière. Et lorsqu'on peut parler d'innovation en ingénierie financière, il faudrait oser la désintermédiation financière, parce que sachez que la banque islamique, elle fait du commerce, et c'est juteux, c'est plus juteux et plus rentable que l'intermédiation financière, et c'est plus de tangibilité économique. Également, la banque islamique n'est pas condamnée à être privée de jouer un rôle d'arrangeur d'affaires, d'origination de financement structuré, mais aussi de plateforme, pourquoi pas, de crowdfunding, mais avec un accompagnement sur l'ensemble des maillons de la chaîne pour faire profiter l'ensemble des éléments de ce circuit de l'expertise du banquier islamique partenaire et non pas financier. Et là, c'est un autre métier, certes, mais sur un plan stabilité et sur un plan d'équilibre bilanciel et de gestion ALM et de solvabilité, c'est très rassurant. Et également en matière de rentabilité, c'est très alléchant. Allons chercher ces poches de rentabilité plutôt que de dormir sur les lauriers de l'endettement qu'on sait faire. Il y a d'autres métiers, heureusement, qui existent et qu'on pourrait explorer. Voilà. Merci. Bon, même si je n'étais pas prévu d'intervenir. Bon, alors la question par rapport aux produits participatifs, je complète. Moi, je croyais que c'est Khalil allait dire une phrase avec laquelle il a commencé. Par laquelle il a commencé, c'est-à-dire que la chance du Maroc d'être le dernier, c'est de profiter aussi des expériences qui sont déjà vécues. Et effectivement, l'expérience elle a déjà été vécue dans plusieurs banques qui ont commencé par commercialiser les produits participatifs et qui sont revenus sur des produits de financement complètement. Alors, moi, j'apporte la précision suivante. D'abord, le contexte marocain, il est différent parce que nous avons un législateur et nous avons une banque centrale qui est très puissante. Et les banques participatives entreront sous cette dynamique de la banque centrale. Pourquoi je dis qu'il est très puissante? Donc aujourd'hui, nous avons une connaissance, la Banque centrale a une connaissance importante de
tous les individus, toutes les entreprises, par rapport à leurs risques, par rapport à leur comportement, et ce savoir-faire, il est mis à la disposition de toutes les institutions, y compris les institutions, Inch'Allah, futures, des banques participatives. Et donc, on va aller vers des produits, on va aller doucement, parce que on va aller doucement pour connaître le marché, et Inch'Allah, on va expérimenter tous les produits avec vraiment la finesse qu'il faut et avec on va dire les risques mesurés à prendre, parce que de toute façon, on est obligé de prendre des risques mesurés, parce que nous avons un gendarme qui, lui, regarde tout ce que nous faisons, et c'est tant mieux. Donc c'est une nouvelle industrie, et on va y aller, Inch'Allah, doucement, mais sûrement. Par rapport à la compétitivité banque conventionnelle et banque participative, c'est une nouvelle industrie qui est venue avec effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas du tout le marché, il n'était pas du tout connu. Et aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on connaît mieux ce marché. Et pour ceux qui ont suivi un peu par rapport à la tarification qui était adaptée, ils ont certainement remarqué une évolution vers la baisse progressive qui était apportée à ces coûts-là, qui ont permis aujourd'hui d'être vraiment compétitifs. Et en plus, il y a un marché qui est là. La finance participative, quand elle va venir, il y a un marché qui est là. Elle va s'adapter avec son marché. Elle va apporter toutes les fine-tuning pour qu'elle puisse être, bien sûr, rentable, pour qu'elle puisse survivre, et apporter des solutions compétitives pour sa clientèle. Voilà ce que je voulais vous dire, et je vous remercie. Merci beaucoup. Alors je tiens à remercier à nouveau nos intervenants pour leur brillante présentation. Et j'invite la salle à aller prendre un thé, un café, faire un petit break. Et bien sûr, nos intervenants sont à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, on ne va pas les accaparer, mais vous les mettre à disposition pendant un petit quart d'heure. Et je vous demanderai d'être de retour vraiment d'ici 10 minutes, 15 minutes pour vraiment tenir le timing. Merci.